RLP était au Forum international de l'économie sociale et solidaire du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux. Et grâce à la Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons là une rediffusion de captation de conférences qui a été réalisée sur place. Donc je me présente, je m'appelle Marilyn Philippe, je suis professeure d'économie à Bordeaux Sciences Agro et chercheuse associée INRAE AgroParisTech. Et j'ai le grand honneur, le plaisir, l'avantage d'accueillir deux charmantes personnes très engagées sur les questions agroalimentaires. Je vais vous laisser vous présenter. Je vais vous demander en préalable la définition que vous retenez de la souveraineté alimentaire. Donc j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Caroline Pontier du CNRA. Ok, eh bien bonjour à tous, merci d'être là. En effet, je rejoins Marilyn, il y a beaucoup d'énergie depuis là 2 jours au G7. Merci pour l'invitation Marilyn. Moi je m'appelle Caroline Pontier, je travaille dans un bureau d'études situé ici même à Bordeaux qui s'appelle Vertigo Lab, qui est spécialisé dans la transition écologique, que Marilyn connaît très bien, et plus spécifiquement dans la mesure d'impact socio-économique et environnemental. Mais aujourd'hui, je viens vous parler avec ma casquette du CNRA, pour qui je suis ambassadrice. Donc le CNRA, c'est le Conseil national pour la résilience alimentaire. C'est vraiment un catalyseur d'initiatives à l'échelle nationale, locale, territoriale, etc., qui œuvrent toutes pour plus de résilience alimentaire sur nos territoires. Notre job au CNRA, c'est vraiment de relier, d'influencer et d'outiller tous les acteurs qui œuvrent pour ce sujet. Et donc, on représente tous les maillons de la chaîne agricole, tous les maillons de la chaîne agroalimentaire pour accélérer la transition agricole et alimentaire. Et donc, quelques mots en effet pour spécifier ce que c'est pour nous la souveraineté alimentaire, parce que évidemment, nous on travaille sur le sujet de la résilience alimentaire, mais les deux sujets, comme vous vous en doutez, sont très liés. La souveraineté alimentaire, de notre point de vue à nous, c'est vraiment le droit des peuples à décider de qui les nourrit et comment, de quelle façon. Et la résilience alimentaire, c'est la capacité d'un système alimentaire à procurer une alimentation qui soit suffisante, accessible et adaptée, et ce, quels que soient les aléas extérieurs qu'on peut connaître. Et donc, de notre point de vue, la souveraineté alimentaire, elle est partie prenante de la résilience alimentaire, et non pas l'inverse, dans le sens où une politique souveraine qui pourrait être prise pour la sécurité alimentaire d'un pays peut très bien ne pas être résiliente, alors que si on instaure de la résilience alimentaire dans nos politiques, alors là, on participe mécaniquement à une logique de souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est la petite précision que je voulais apporter. Et pour faire le lien avec l'ESS, la raison pour laquelle on est tous là depuis 2 jours, au sein du CNRA, nous on pense que l'économie sociale et solidaire est en effet un gros levier de reconquête pour nos territoires, dans le sens où elle permet vraiment aux territoires de prendre l'action, d'agir pour eux-mêmes sur leur alimentation. Dans l'ESS, il y a vraiment une notion de solidarité et de coopération qui est extrêmement importante. Et dans la résilience alimentaire, c'est pareil en fait. Il y a une notion de solidarité qui est très très importante entre les différents maillons de la chaîne. Et donc c'est en instaurant de la coopération et de la solidarité qu'on peut réussir à relocaliser de la production, relocaliser de la distribution, relocaliser de la transformation. Et donc tout ça, bien évidemment, ça contribue à la souveraineté alimentaire. Voilà, en ce sens-là, l'ESS y contribue beaucoup. L'ESS prône vraiment des systèmes qui sont respectueux du vivant, qui sont plus durables, qui sont beaucoup plus résilients, qui sont plus respectueux de la rémunération des producteurs aussi. Et là, Anna, je crois qu'elle pourra largement en témoigner. On partage complètement ce point de vue. Pour nous, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est finalement un laboratoire d'initiatives pour les politiques publiques, pour qu'elles s'en inspirent, parce que réellement, toutes ces initiatives, on voit bien qu'elles sont très structurantes, très transformantes pour les territoires. Les leviers d'action pour nous au CNRA, c'est assez simple. Il y en a de 3 types. Premier, c'est on a à cœur de donner toujours un cadre pour ensuite
l'illustrer avec des retours d'expérience terrain. Donc à ce titre-là, ça me tenait à cœur de vous mentionner aujourd'hui. On a travaillé sur un guide de bonnes pratiques de résilience alimentaire pour les territoires, donc sous l'égide de AFNOR, ça porte le joli nom d'AFNOR SPEC. Donc c'est un guide qui est le fruit d'un très très long travail qui a réuni 200 experts et praticiens sur le sujet de la résilience alimentaire, qui couvre tout un tas de sujets, parce que la résilience alimentaire, ça couvre en effet tout un tas de sujets, et qui donc donne des exemples très concrets, des bonnes pratiques, des solutions très concrètes qu'on peut mettre en œuvre au sein de nos territoires. C'est un guide qui est gratuit, qui est téléchargeable par tous les acteurs qui veulent mettre en place ça. Et donc, ça, c'est typiquement une de nos actions de notre boîte à outils. Et puis, la troisième action qu'on a, nous, c'est vraiment de se dire, c'est au cœur de la raison d'être du CNRA, c'est de toujours avoir une vision la plus complète possible à 360, parce qu'une solution qui peut être considérée comme étant innovante, résiliente pour un maillon de la chaîne peut ne pas l'être pour un autre. Et donc, c'est vraiment important de consulter l'ensemble des acteurs de la chaîne agricole et de la chaîne alimentaire. Merci beaucoup Caroline. Donc voilà, tu as bien introduit et exprimé la position du CNRA sur cette question très importante. Donc on va poursuivre avec Anna Laurent de Max Havelaar France. Merci. Alors enchantée, bonjour. Donc comme l'a dit Marilyn, c'est Anna Laurent, je suis responsable des programmes chez Max Havelaar France. Donc un label de commerce équitable qui est une ONG, aussi une association. Alors, me plier à l'exercice volontiers, et c'est drôle qu'on commence par cette définition. J'étais justement en train de lire un rapport que vous connaissez peut-être, que le CCFD Terre Solidaire a produit il y a quelques mois, qui revient sur la notion de souveraineté alimentaire. Il commence en donnant deux définitions, celle qui est française et celle de l'ONU. La française fait un petit peu un pas de côté par rapport à tout ce que de très intelligent a dit Caroline, sur justement la souveraineté alimentaire, puisqu'elle met aussi en avant l'importance d'avoir, on va dire, des mécanismes d'exportation qui soient, on va dire, rentables. Donc ça, c'est dans la définition française. Donc on voit en fait qu'il y a quand même un intérêt qui est un peu au-delà de la souveraineté alimentaire comme elle a été définie, qui n'est pas forcément positif, qui ne se positionne pas en tout cas comme de la manière dont Max Havelaar le perçoit, parce que nous aussi on est plutôt alignés sur ce qu'a dit Caroline, sur avoir des territoires qui sont résilients, qui peuvent fournir en fait ce qu'il faut pour nourrir la population sur place, sur les zones. Peut-être pour revenir sur Max Havelaar France et le lien qu'on fait avec ça, donc Max Havelaar France c'est un label de commerce équitable. Le cœur du sujet du label c'est la juste rémunération des productrices et des producteurs. En France et à l'international, on nous connaît beaucoup sur certaines filières comme le café, le cacao ou autres, mais on agit aussi dans les territoires français depuis quelques années sur différentes filières, notamment le lait par exemple. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se soucie beaucoup de la souveraineté alimentaire. Pour revenir un petit peu sur les leviers de reconquête, oui. Alors sur les leviers de reconquête, du coup, on met effectivement la rémunération au cœur du sujet. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce chiffre, mais le frein numéro 1 que les agriculteurs et les agricultrices en France mettent à la transition écologique, c'est le manque de revenus. Donc nous, on s'attaque directement au prix et on vient mieux rémunérer les agriculteurs et les agricultrices sur leur activité principale. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre label. Ça veut dire qu'on va avoir 3 mécanismes très concrets. Le premier, c'est un prix minimum qui vient couvrir les frais de production. Concrètement, aujourd'hui, quand on est agriculteur en France ou dans d'autres pays, on est vraiment vulnérable par rapport à la volatilité des prix du marché. Nous, on va venir couvrir les prix de production et ça va permettre à l'agriculteur de pouvoir se projeter aussi sur plusieurs années parce qu'on sait que dans le temps, on va avoir un certain revenu qui va être perçu. Ça permet donc de s'ancrer localement et de voir la parcelle de production comme quelque chose dans lequel on peut investir sans avoir peur de la faillite. Donc on va vraiment utiliser ce prix minimum pour assurer une vision long terme de la parcelle de production. Ensuite, il y a une prime de développement. Alors, qu'est-ce que c'est une prime de développement ? C'est un des outils économiques qu'utilise Fairtrade, Max Havelaar, le label, pour assurer une juste rémunération aux producteurs et aux productrices. Cette prime, c'est quand vous achetez, par exemple, je vais partir à l'international, quand vous achetez une tablette de chocolat, aujourd'hui, c'est 6-7% qui va aux producteurs, 70% qui va aux marques, aux grandes distributions. Nous, on se bat pour que ce soit plus égalitaire et que les producteurs et les productrices aient plus gros pourcentage. Et donc, concrètement, cette prime, elle vient rééquilibrer un petit peu cette inégalité et transférer vers les coopératives de producteurs qui vont pouvoir utiliser cette prime de la manière souhaitée.
C'est-à-dire que le label n'intervient pas dans le choix de comment est utilisée cette prime, mais c'est au niveau local, au niveau de la coopérative que c'est décidé. Là, je vous prends le cas de toutes les filières et tous les pays. C'est 30% environ qui sont directement redistribués en cash aux producteurs et productrices. Et le reste, c'est investi sur le territoire. Et quand je dis investi sur le territoire, c'est la coopérative qui, de manière démocratique, va voter pour qu'il y ait par exemple des maternités qui soient construites à côté de la coopérative. C'est pas juste les murs, mais c'est aussi justement les personnes qui y travaillent ou encore des écoles ou de l'outillage pour la coopérative pour avoir vraiment un impact au niveau du territoire. Donc ça, c'est redonner le pouvoir de manière locale et donc s'ancrer dans la souveraineté alimentaire pour que ce soit les producteurs et productrices qui puissent décider au niveau local. La seconde partie, c'est plus en lien avec la transition écologique. Puisque, comme je l'ai dit, le frein premier, c'est les prix. C'est aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, en France, si je dis pas de bêtises, les personnes qui travaillent dans les exploitations agricoles en France métropolitaine, c'est 2,5% de l'emploi selon l'INSEE. Pourtant, chaque année, c'est des fermes qui ferment, c'est des exploitations qui se perdent totalement parce qu'il y a un manque de revenus pour les agriculteurs. C'est 16 ou 18% des agriculteurs en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans ce cadre-là, on va vraiment chercher, nous, à mieux les rémunérer pour qu'ils puissent maintenir leur activité. Et quand on maintient cette activité, on a un impact sur son territoire directement. Cet impact sur le territoire, du coup, il est, comme j'ai dit, plus durable parce qu'ils ont une vision long terme de ce que peut être leur revenu. C'est une condition de durabilité et aussi pourquoi c'est important d'avoir des exploitations qui soient maintenues dans toutes les régions. C'est aussi parce qu'aujourd'hui on a une tendance à la spécialisation des territoires en France ou à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la Bretagne fait du lait, Bordeaux fait du vin, le Ghana fait du cacao. Je schématise, mais c'est un peu ce vers quoi on tend. Malheureusement, quand on tend vers ça, on ne permet pas la souveraineté alimentaire. Ça veut dire que demain, si y a un choc climatique ou autre, une maladie qui impacte la parcelle, la production, le territoire n'est pas résilient parce qu'il n'aura plus aucun revenu économique parce qu'il dépend d'une monoculture. Et donc ça, Max Havelaar France lutte contre ça aussi en permettant aux producteurs et aux productrices de travailler sur d'autres cultures, de ne pas faire de la monoculture, c'est quelque chose qu'on pousse énormément avec de l'agroforesterie par exemple. Et dans ce cadre-là aussi, on lutte en diversifiant les cultures sur place, mais aussi en permettant aux gens de garder leur activité. Concrètement, aujourd'hui, en Occitanie, il y a énormément de personnes qui travaillent dans le lait qui ferment parce que justement, ça se délocalise sur comme la région de la Bretagne, par exemple. Nous, on accompagne une coopérative de lait bovin qui s'appelle IEO, qui est sur le territoire occitan, et qui ne ferme pas, alors que de 2010 à 2020, c'était une coopérative tous les 3 jours qui fermait sur cette filière de lait bovin. Pourquoi c'est un problème? Justement parce qu'on arrive à cette spécialisation des territoires et nous, on va pouvoir maintenir l'activité sur site. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça permet d'avoir une diversité de cultures. Ça permet de se sourcer au niveau local. Et donc, c'est ce qu'on promeut. Ensuite, comment on le met en place de manière un peu plus micro, si je peux dire. Donc, il y a ces 3 outils du label. Je vous ai dit prime minimum, prime de développement. Enfin, ces 2 outils, pardon. Mais au-delà de ça, il y a le plaidoyer que fait notre équipe. Donc quand on pense Max Havelaar, on pense label, mais en fait on est 40 personnes en France, on a aussi un mouvement international. Ces 40 personnes, elles plaident en fait pour que les normes de nos standards deviennent des normes étatiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La loi Egalim, je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec ce qu'elle dit, mais en gros elle pousse les collectivités en France à avoir 50% de leur achat qui soit dit durable. Alors dans durable, on peut mettre beaucoup de choses, et le commerce équitable fait partie de ce qui est dans ces durables. Et ça a été poussé par notre écosystème de l'ESS, par l'écosystème du commerce équitable. Et pourquoi c'est une réussite? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire que les produits du commerce équitable, du coup, qui vont promouvoir cette soutenabilité alimentaire, ils sont accessibles qu'à une partie de la population. Maintenant, quand c'est les achats publics, ça permet aux personnes, aux enfants dans les cantines, dans les EHPAD, d'avoir aussi accès à ce type de produits. Et puis au-delà de ça, cette équipe que je ne représente pas, mais qui est géniale à Max Havelaar du plaidoyer, elle va aussi pousser pour que, au-delà de Egalim, les achats publics des collectivités soient faits de manière bien pensante, rémunèrent bien les agriculteurs, parce que c'est pas forcément parce qu'on est labellisé haute valeur environnementale, par exemple, j'en cite un, mais voilà, on va dire celui-là au hasard, mais il y en a plein d'autres, qu'on rémunère bien les agriculteurs et les agricultrices. Donc derrière, on va aussi avoir l'objectif de les accompagner dans la manière dont ils vont formuler leurs achats publics pour que ce soit rémunérateur pour les agriculteurs et les agricultrices. Donc ça, c'est un des leviers qu'on actionne.
Et ensuite, il y en a d'autres. En recommandation, on va dire un petit peu plus novateur, si je peux dire, c'est passé récemment à l'Assemblée nationale, c'est encore en discussion aujourd'hui, c'est avoir des crédits d'impôt pour les PME, les TPE qui se sourcent en équitable. Concrètement, aujourd'hui, alors, le risque qu'on peut avoir, c'est de se dire, attention, c'est une niche fiscale, etc. C'est pas une niche fiscale. Pourquoi ? Parce qu'on vient rémunérer, on vient valoriser en fait des entreprises françaises qui font bien les choses et on va leur permettre à elles de payer moins d'impôts parce qu'elles participent à l'économie sociale et solidaire de tous les jours. Et donc ça, c'est une proposition qui est portée aujourd'hui. Ça permet aux entreprises d'être reconnues sur le plan fiscal, mais aussi de voir que l'État reconnaît leur impact positif sur le territoire et qu'elles s'ancrent, qu'elles aient un allègement tout simplement fiscal. Ça s'appuie sur les définitions qui existent déjà, par exemple la loi climat et Egalim qui a déjà défini le commerce équitable, donc on n'est pas obligé de réinventer la roue, on s'appuie sur des définitions existantes et juste on vient spécifier, et on ne vient pas endetter, je veux dire, davantage l'État, on vient juste flécher directement les crédits d'impôt qui existent déjà vers des structures qui se sourcent en équitable. Je vous remercie beaucoup pour ces témoignages. À la fois, vous avez souligné l'attention dans la question de la souveraineté alimentaire, finalement, aux producteurs. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Vous avez vraiment donné des exemples très concrets sur les bonnes pratiques qui sont à mettre en place pour une meilleure rémunération des agriculteurs. Nous allons maintenant écouter les réponses de Caroline Pontier et de Anna Lanfranchi sur certains questionnements sur la souveraineté alimentaire. Tout d'abord, est-ce que des indicateurs de santé sont intégrés dans les dispositifs, à la fois pour les producteurs et les consommateurs ? Alors, sur les indicateurs de santé, en fait, dans les standards de Max Havelaar, du coup, il y a plusieurs grandes briques, si je peux dire. Il y en a une sociale, une plutôt en termes de gouvernance par rapport aux coopératives et une environnementale. Donc, c'est pas directement lié à la santé, mais par contre, on va interdire certains OGM, enfin, les OGM d'ailleurs, certains pesticides. Donc, dans ce cadre-là, quand on fait des interdictions, on se pose quand même la question de à quel point ça impacte les producteurs qui travaillent. Donc oui, on prend en compte la santé. Après, c'est en toute transparence, on ne va pas regarder ça en premier. Je pense qu'il y a quand même un aspect environnemental qui est peut-être plus important aujourd'hui sur lequel on se penche. Pourtant, récemment, je crois que c'est Le Monde qui a publié un article sur les bananes et l'impact qu'ils avaient sur les producteurs de bananes en Amérique latine. Donc, pour rappel, c'est certaines personnes qui deviennent aveugles à cause des pesticides. Ces pesticides sont interdits sur le label Fairtrade. Donc il y a quand même une certaine filet de sécurité, si je peux dire. Après, on pourrait aller plus loin, mais il faut quand même avoir en tête, comme toutes les normes on a envie de mettre en place et qui sont positives pour les producteurs ou productrices, mais en fait positives pour l'environnement aussi. Lorsqu'on les impose, c'est des producteurs et productrices qui doivent s'adapter et qui ont au début pas nécessairement les outils pour. Je vais prendre un exemple concret, mais sur la loi européenne anti-déforestation qui a été décalée de 1 an, enfin qui doit venir bientôt être mise en œuvre, ça fait quelques années qu'on en entend parler. Donc c'est une loi, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais qui va venir interdire l'importation de déforestation, donc certaines filières comme le cacao par exemple, lorsqu'il y a la preuve qu'il y a eu déforestation, on n'aura plus le droit d'en importer. On entend ça, on se dit super, on va dans le bon sens, enfin, mais en fait derrière c'est aussi accompagner les producteurs et productrices. Parce que ça veut dire de manière géospatiale, eux ils sont censés avoir une cartographie de leur parcelle et prouver que depuis 5 ans, non, il se passe rien, on n'a pas déforesté. Ça coûte de l'argent, c'est un investissement humain. Si on les accompagne pas derrière, c'est très bien de mettre des normes, mais il faut quand même avoir justement ce renforcement de capacité des producteurs et productrices pour qu'ils puissent y répondre. Et c'est pareil sur les pesticides, je pense qu'il faut l'avoir en tête. On est aussi parfois sur des sols qui ont été appauvris à cause de manières de cultiver qui ne sont pas toujours bénéfiques et du coup il faut quand même avoir le temps de la transition et c'est aussi replacer l'humain au cœur de nos enjeux, autant sur le plan de la santé que sur justement l'accompagnement. Ouais. Et nous, de notre côté au CNRA, alors idem, c'est pas le focus principal de nos actions, mais néanmoins on y réfléchit, notamment à travers l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur le guide de bonnes pratiques. On avait tout un groupe de travail sur les biens communs. Et donc, en effet, le sujet des intrants et autres s'est posé et on a eu toute une réflexion sur cette problématique.
Mais en fait, bien sûr, il y a des bonnes pratiques et des solutions qui sont proposées, mais la philosophie du CNRA, c'est plutôt de dire que la résilience alimentaire, c'est un chemin, en fait, et qui va devoir s'adapter à chaque territoire, à chaque territoire en fonction de ses spécificités sociologiques, pédoclimatiques, et enfin, tout un tas de sujets. Et donc, il va y avoir aussi autant de résilience que de territoire et que de réalité rurale avec tout son écosystème d'acteurs dans le monde agricole. Mais non, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pas le cœur de notre sujet au CNRA. On a mené des études côté Vertigo là-dessus, mais là je changerai de casquette, donc c'est pas mon rôle. Dans le sujet des résiliences alimentaires, il est question de permettre de payer de manière convenable les producteurs. Est-ce que dans ces réflexions vient le sujet de l'accessibilité des produits, notamment pour toutes les personnes et familles sous contraintes budgétaires ? Très bonne question. Gros enjeu. Je pense que du coup, effectivement, vous l'avez en tête, mais les produits de commerce équitable, c'est des produits de luxe, je ne sais pas, mais en tout cas qui sont plus chers que la moyenne souvent. Il y a certaines grandes distributions qui nous accompagnent et qui essaient d'avoir, je ne sais pas, par exemple Lidl, qui a beaucoup de produits du commerce équitable avec des prix assez bas pour le grand public. Néanmoins, on est toujours au-dessus de ce qu'on peut trouver de moins cher. Oui, le pouvoir d'achat est la préoccupation première des Français aujourd'hui, et je le comprends totalement. Comment nous, on peut répondre à ça ? Déjà, il y a passé par justement ce dont on parlait, les achats publics. Quand on a des collectivités qui se sourcent en public, on ne fait plus peser ce prix de rémunération des agriculteurs sur l'individu, le consommateur, mais vraiment sur l'État en fait. Et concrètement, ça permet à tous et à toutes d'avoir accès à une alimentation qui est rémunératrice et qui est plus durable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis j'ai dit les cantines, mais c'est les EHPAD, enfin, c'est vraiment au niveau de l'État assez lieu. Et puis ensuite, oui, je pense qu'il y a... C'est compliqué à dire aussi, je pense qu'il y a aussi un enjeu de sensibilisation auprès des plus jeunes et de différents publics qui ne sont pas nécessairement toujours informés de ce que ça veut dire un prix rémunérateur, l'équitable, etc. Nous, on est en train de développer chez Max Havelaar France un programme avec différents établissements du secondaire, donc par exemple Sciences Po Bordeaux, l'Université de Nanterre et d'autres, pour sensibiliser les étudiants à ça, et aussi avoir dans les cafettes des produits qui sont équitables et qui sont durables. Donc c'est pareil, on essaie de passer par d'autres moyens, d'autres lieux que celui du caddie lorsqu'on fait nos courses, pour que ça ne repose pas sur les individus. C'est vrai qu'on a tendance à dire consomme-acteur, etc. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est possible en fait aujourd'hui dans un tel stress économique. Et par contre, il faut aussi être humble. On ne va pas réussir, je ne sais pas, j'aimerais, mais je ne sais pas si on va réussir à toucher tout le monde avec le commerce équitable. On vise surtout une partie de la population, alors on peut essayer d'aller toujours plus loin, mais je pense que la manière d'aller plus loin, c'est de faire du plaidoyer, de faire rentrer ça dans la norme pour que ces produits en fait deviennent vraiment accessibles à tous. Parce que quand on regarde où va la captation de la valeur, quand c'est les marques et les grands distributeurs, c'est possible de faire des produits rémunérateurs qui soient moins chers. Aujourd'hui, c'est rémunérateur, mais parce qu'il y en a certains qui profitent un petit peu, on va dire, de leur pouvoir de négociation. Et pour vous donner un peu un chiffre par rapport à ça, c'est ce que je disais dans mon autre tableau, je vais peut-être me répéter pour certains, mais si je prends la filière du cacao, donc c'est des centaines de milliers de personnes qui produisent, des millions de personnes qui consomment. Entre les deux, c'est 5 traders, 5 importateurs qui ont 80% du marché. Donc en fait, on sait où est captée la valeur économique. Et si on fait sauter ce verrou, qu'est-ce qui se passe ? On peut avoir des produits moins chers, qui sont rémunérateurs, et qui sont durables, je pense. En tout cas, je l'espère. Et nous, au CNRA, on porte une attention particulière à... Vous l'avez compris, c'est une tête de réseau qui fédère tous les acteurs représentant toute la chaîne. Et justement, on a à cœur d'inclure et d'onboarder dans tout ce mouvement des acteurs de la grande distrib notamment. On n'y arrive pas forcément. Or, si on veut dénouer un peu, arriver à bout de ce problème-là, il faut pouvoir adresser les masses. Et or, les masses, elles vont quand même... 80% de la population va, pour les raisons que vous avez évoquées, faire ses courses dans des supermarchés pour des raisons évidentes, notamment de prix.
Et on a vraiment du mal à faire venir ces acteurs-là avec nous. Donc c'est un travail de longue haleine, on espère y arriver. Et pour compléter ce point, on travaille actuellement sur un plaidoyer, sur une sorte de feuille de route qui est à destination des élus. Alors pour ceux qui ne sont pas français ici, on a une échéance importante en France l'année prochaine. On a les élections municipales et au CNRA, on travaille sur un plaidoyer qui pousse les candidats aux municipales à instaurer davantage d'actions en faveur de la résilience alimentaire dans leur propre programme. Alors, quand je parle des maires, évidemment, j'inclus toutes les équipes municipales parce qu'ils ne sont pas les seuls à travailler, mais ça passe notamment par tout ce qui est dans leur champ de compétences, ça passe notamment par les cantines, ça passe par comment donner accès aux petites filières agricoles dans les marchés publics, etc. Enfin, tout un tas d'actions qui, on l'espère, vont permettre d'œuvrer et pour que collectivement on puisse réussir ce sujet-là. Mais vous soulevez le point le plus important, je pense, qui est celui du pouvoir d'achat. Oui, tout à fait. La souveraineté alimentaire, c'est des producteurs, c'est des consommateurs, c'est des collectivités et des publics. Donc on a une vision très systémique. Comment la semence, les intrants, sont-ils intégrés dans la production de la souveraineté alimentaire, notamment en raison du presque monopole de la vente et production de semis ? Quels sont les mécanismes de vérification des labels commerce équitable et plus précisément des labels résilience alimentaire, notamment avec la loi Egalim ? Et enfin, depuis longtemps les producteurs ont été poussés au bénéfice et au rendement maximal. Certains peuvent donc se sentir perdus sur où se trouve cet équilibre entre les revenus monétaires et le social et solidaire. Est-ce que ces problèmes sont adressés dans les actions prises en direction de la résilience alimentaire ? Sur le sujet des intrants, moi je n'ouvre pas le débat parce qu'il est extrêmement, du moins en France, il est assez polémique et pour avoir animé le groupe de travail là, du guide précisément sur ce sujet-là, c'était extrêmement compliqué. Donc c'est loin d'être simple. Peut-être que toi, tu as quelque chose à partager, mais moi, je préfère m'abstenir. Sur les bio-intrants, on a une réponse que je vais donner micro, comme ça je tire mon épingle du jeu. Mais on accompagne sur les semences à avoir plus de semences vivrières. On essaie d'avoir des... au niveau de Fairtrade, après, c'est pas dans les standards. Donc ça veut dire que c'est sur des projets, j'ai envie de dire, ad hoc au label Fairtrade. Je vous ai donné un peu les mécanismes du commerce, de notre label, mais il y a aussi à côté des projets qui sont financés par l'Agence française de développement, donc le ministère des Affaires étrangères français en fait. Et dans ces projets-là, nous, on va chercher à avoir des semences vivrières locales, à travailler sur des marchés, disons, plus sud-sud aussi, où on va essayer d'aller au-delà des filières d'exportation. Donc on travaille sur ces sujets, mais c'est plus sous subvention, donc ça ne représente pas le cœur de métier. C'est ça que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors, sur Egalim, je me suis peut-être mal exprimée, mais en fait, c'est 50% effectivement de produits dits durables, et le commerce équitable est reconnu comme pouvant compter dans ces 50%. Donc, c'est pas 50% en commerce équitable. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est très peu de collectivités qui atteignent ces 50%. On est très loin du compte. Ça doit être une loi qui est passée il y a plusieurs années maintenant. On n'arrive pas à atteindre ce niveau. Les sanctions sont inexistantes, si je peux dire. Donc, on a du mal à le faire. Ça passe par de la sensibilisation. Et typiquement, donc c'est ce que disait Caroline. Donc, le Max Havelaar est membre du CNRA. Et sur le projet qu'on porte en commun, effectivement, on est déjà en train de réfléchir au municipal de 2026 pour mettre en avant qu'il faut un petit peu respecter en fait les lois qui ont été mises en œuvre. Travail de tous les jours, et c'est ce qui est dommage aussi, c'est que ça dépend aussi des élus. Donc on est quand même sur un temps court parfois aussi, donc il y a des travaux qui sont mis en place qui peuvent être bousculés quand le climat politique change, et ça c'est dommage. Il faudrait pouvoir trouver un moyen de vraiment assurer dans la durée l'approvisionnement durable, équitable sur le territoire. C'est un vrai sujet et on lutte pour, mais on n'y est toujours pas. Et enfin sur le dernier, sur le profit et l'impact social. Alors je vais faire une réponse un peu qui va mettre en avant le commerce équitable justement, mais en fait ça marche. Concrètement, Max Havelaar, on est stable économiquement, on se porte très bien, on grandit chaque année, on a de plus en plus de volume vendu, on a un budget annuel qui grossit,
Et pour autant, on impacte de manière positive le territoire. Au niveau social, au niveau environnemental, on est présent. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'acteurs de l'ESS aussi. Parfois, on oublie, justement, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est des personnes qui font du profit, mais par contre, qui le rentabilisent bien, si je peux dire, dans les territoires. Et tout à l'heure, j'étais sur une table ronde avec une entreprise en fait qui vend du café, du cacao équitable. Eux aussi font du profit et ça se passe bien. C'est juste qu'ils le redistribuent de manière différente. Ils investissent plus aussi dans leur propre entreprise. Et ça, c'est pas nécessairement se dire que l'entité fonctionne mal, les statuts font pas la vertu nécessairement, mais par contre ils peuvent tendre, quand on a une gouvernance démocratique et quand on pense à l'investissement futur aussi, à avoir plus de profit derrière. Et lorsqu'on est une structure, et je sais, on peut penser, je pense que c'est particulièrement le cas au Togo, et il faut aussi redescendre un petit peu et faire un focus sur les entrepreneurs que vous devez accompagner, qui n'ont certainement pas les mêmes problématiques que ceux en France, et des contextes totalement différents. Il faut quand même se dire que si aujourd'hui on n'investit pas dans la transition écologique, demain c'est des filières qui risquent aussi d'être à risque au choc climatique. Donc il faut aussi voir cet investissement vers la transition comme un investissement profitable. Et ça, c'est un moyen aussi de les motiver, c'est de leur dire, en fait, c'est avoir des revenus pour plus tard, ce que vous faites. Et parfois, c'est dur parce qu'on n'a pas assez de revenus pour investir, mais si c'est le cas, c'est aussi mettre au cœur de ça la rentabilité, le prix, le revenu, comme outil et comme objectif aussi final de la transition. Oui, une façon d'entreprendre en économie sociale et solidaire. Exactement. Tu veux intervenir ? Philippe Sommer, je suis le directeur du syndicat des coopératives agricoles pour la Nouvelle-Aquitaine. Oui, un des sujets, effectivement, en agriculture, c'est la question des intrants. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, la question des intrants permet de favoriser, alors engrais ou phytosanitaires, pesticides, on appelle ça phytosanitaire, mais permet d'augmenter les rendements. Donc, qui dit augmenter les rendements, dit augmenter les revenus de l'agriculteur. Effectivement, il y a une espèce de balance entre le revenu et les intrants utilisés. En France, on est plutôt à vouloir réduire notamment les produits phytosanitaires parce qu'effectivement on veut moins de ces produits dans l'environnement. Donc il y a eu beaucoup de progrès depuis 20 ans. On a, hors produits autorisés dans le bio, on a quand même beaucoup fait baisser les volumes. On a quasi éliminé les produits qu'on appelle cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. On est en train d'éliminer les derniers. Mais on aperçoit que certaines filières sont dans des impasses. Cette semaine, on a eu un rapport de l'INRA, donc l'INRA qui est le Centre national de recherche en agronomie en France, a publié un rapport qui a analysé 6 filières différentes en France pour regarder leur possibilité de tenir sans un insecticide qu'on appelle l'acétamipride. Et il y a, alors on est particulièrement touché en Nouvelle-Aquitaine parce qu'il y a une filière, la noisette, où ils reconnaissent qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative efficace pour protéger cette filière. Ça fait 2 ans, ça fait 6 ans qu'on a interdit l'acétamipride. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ils reconnaissent, c'est pas les producteurs, c'est l'INRA qui reconnaît qu'effectivement, aujourd'hui, on a sur cette filière-là une impasse assez forte. Et ils reconnaissent que les sujets sont pas suffisants pour maintenir cette filière. Alors la filière, c'est effectivement une filière qui est très coopérative, puisque 90% de la production passe par une coopérative qui s'appelle Univa. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur des alternatives, notamment le biocontrôle. Sauf que, je vais prendre un exemple, mais est-ce que le vélo est une alternative à l'avion ? C'est-à-dire qu'à un moment, on peut parler d'alternative, mais est-ce que un vélo n'est pas forcément au sens efficacité une alternative à l'avion ? C'est-à-dire que le vélo peut être une alternative à la voiture en ville, mais pas quelque chose de très très efficace. Et là, on est en train de trouver des alternatives un peu bancales parfois.